vous répondez pour chat à mon micro. Oui, très bien. D'accord, merci beaucoup. Donc Stéphane Cousin du CIB. Donc merci à tous d'être présents pour ce webinaire consacré au C2E et au bois énergie. Oui. Bon, je ne sais pas. Je n'en. Quelques petites consignes avant de démarrer. Merci de bien vouloir éteindre vos micros de manière à ce que l'intervenant soit audible de tous et que ça nous permette de passer une session agréable. Pour poser des questions, vous aurez à utiliser uniquement le chat. On fera une compilation des questions et on y répondra à la fin des présentations. Il y aura une session de questions-réponses à la fin. Donc, désolé, c'est parti pour le webinaire donc, qui est consacré au bois énergie en résidentiel collectif et tertiaire. Désolé. Quelle place pour les certificats d'économie d'énergie? Donc, c'est un webinaire qui vous est proposé par la commission de montage de projet du CIB. Donc, au programme de ce webinaire, une petite présentation du CIB et des travaux de la commission MOP. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec une présentation de Marc Gendron, délégué général du club C2E de la T2E, qui fera une présentation sur le dispositif C2E avec des rappels, la 5e période qui va commencer et le coup de pouce tertiaire. Ensuite, j'interviendrai pour présenter les certificats d'économie d'énergie en lien avec la biomasse, les installations bois énergie dans le secteur résidentiel, collectif et tertiaire. Et ensuite, attendre de questions-réponses pour donner la parole à vous tous. Donc, le CIB et les travaux de la commission MOP du CIB. Donc, un petit rappel sur le CIB qui est l'interprofession, donc le comité interprofessionnel du bois énergie, qui est l'interprofession nationale de la filière bois énergie, qui rassemble donc les acteurs liés au chauffage collectif et industriel au bois, près de 150 personnes, enfin structures. L'objectif du CIB est de professionnaliser les pratiques, d'établir les règles de l'art et de diffuser donc l'information par le biais de colloques, de manifestations telles que le rendez-vous technique qui vous est proposé aujourd'hui. Quelques chiffres clés en 2020. Donc, il y a eu 472 participants aux événements. Alors, ces événements en 2020, ça a été assez troublé, ça a été surtout à distance. Mais néanmoins, des événements ont pu se tenir. 32 personnes formées également dans le cadre des deux formations Enerbois et Adobois que le site propose avec le cabinet Métrol. Donc là aussi à distance, mais partiellement aussi en présentiel. Et puis les 4 commissions de travail qui ont proposé une quinzaine de réunions avec des groupes de travail thématiques qui sont associés à ces commissions. Donc les événements organisés par le CIB en 2020, donc sur l'ensemble du territoire, c'est la volonté du CIB de tourner, d'être sur l'ensemble du territoire. En 2020, comme je disais, ça a surtout été à distance, donc en visioconférence. Néanmoins, 2 journées ont pu se tenir physiquement, donc le 5 mars à Orléans, une journée technique de la commission REX, et à Niort au mois d'octobre, les rencontres annuelles des animateurs bois énergie. Donc l'agenda du CIB, juste pour information, c'est donc en octobre, le CIB sera présent sur Polytech. En novembre, il y a la formation Adobois, dont je vous parlais, sur l'audit diagnostic et optimisation des chaufferies bois. Et en décembre, participation du CIB à la semaine de chaleur renouvelable et la formation Enerbois sur le montage des projets bois énergie. La commission montage de projet donc, a pour objectif de faire un état des lieux, de promouvoir et de développer la chaleur au bois, que ce soit dans l'habitat tertiaire, le réseau de chaleur ou l'industrie. Et elle a aussi pour but de regarder tout ce qui concerne le montage des projets de chaufferie bois en matière de mode de gestion, contractualisation, de financement, soit public ou privé, et de fiscalité. Donc les modes d'action de la commission, c'est de recenser, de faire des états des lieux, c'est d'avoir des retours d'expérience de la part de ses membres, lesquels font également des propositions d'optimisation ou d'innovation,
Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir diffuser l'information, donc de sensibiliser, de promouvoir les bonnes pratiques, et puis de faire également, mener des réflexions prospectives sur le développement de la filière. Donc la commission compte 73 membres qui représentent 42 structures, et les coprésidents sont Nibal El Alam de Caros Ingénierie, Vincent Guérard d'Engie Solutions, et puis elle est animée par Marion Medina du CIB et moi-même. Donc je vous laisserai découvrir les travaux de la commission MOP, ça va être un peu trop long. Le support sera disponible de toute façon en ligne ensuite, donc vous pourrez facilement voir quels sont les travaux de la commission. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Et puis derrière, voilà, sur les C2E, il y a donc le rendez-vous technique d'aujourd'hui. Il y a une note d'information qui sera aussi publiée et qui reprendra pour une bonne part les éléments d'aujourd'hui. Donc, nous passons au vif du sujet avec la première intervention, donc celle de Marc Gendron, le délégué général du club C2E de l'AT2E, qui va donc nous présenter ce dispositif des C2E. Donc, je passe la parole à Marc. Bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphane. Juste, c'est toi qui déroule les slides? Je peux te passer la main si tu… Ah, c'est comme tu veux. C'est la main. Alors, passe-moi, vas-y, passe-moi la main là. Partage, il faut que tu me donnes le… Ouais, non, vas-y, on va dérouler comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Marc Gendron, donc je suis le délégué général du club certificat d'économie d'énergie à la T2E. Donc la T2E, c'est l'association technique énergie environnement. C'est une association qui a été créée en 78 au moment du choc pétrolier et qui a toujours travaillé autour de l'efficacité énergétique. Donc l'association est structurée aujourd'hui en 7 pôles de compétences. Donc on traite les problématiques de biogaz, cogénération, stockage d'énergie, pyrogazéification, power to gas, maîtrise à demande d'énergie et certificat d'économie d'énergie. Et donc j'ai le plaisir de piloter ce pôle, ce club certificat d'économie d'énergie qui regroupe aujourd'hui plus de 540 adhérents, qui sont essentiellement tous les acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire des énergéticiens, des délégataires, des mandataires, des installateurs qui installent des solutions éligibles au dispositif C2E, des fournisseurs qui ont des solutions éligibles au dispositif C2E, et puis quelques grandes organisations professionnelles qui sont touchées de près ou de loin par ce dispositif C2E. Nos missions, une mission de communication sur le dispositif. Donc, on fait pas mal de webinaires en ce moment. Une mission d'appui à nos adhérents sur les questions-réponses. Donc, on a à peu près, on traite aujourd'hui entre 30, 40, 50 questions par semaine. Donc, qui sont soit des questions techniques, soit des questions liées au dispositif réglementaire. Et puis, une mission qui est importante, qui est la rédaction des fiches d'opérations standardisées. Et donc, aujourd'hui, on va parler notamment de la BAT TH157, de la chaudière biomasse collective. Donc, c'est la T2E qui avait piloté cette rédaction de fiches, notamment avec les experts, et notamment avec Stéphane, mais aussi on avait Valérie Laplane d'Uniclimat, plus des fabricants de chaudières. Donc voilà. Et donc on travaille bien évidemment en relation très importante avec l'ADEME et la Direction Générale Énergie Climat, qui publie toutes les fiches d'opérations standardisées par arrêté ministériel. Voilà. Alors j'ai la main là. Hop. Donc, il me reste à me mettre en grand écran. Pardon, oui, je t'ai donné la main, Marc, effectivement. Oui, c'est bon, je suis en train de la prendre. Là, normalement, vous devez voir ce que je vois. Voilà.
Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de… Oui, pardon. Juste, s'il te plaît, juste mettre peut-être ta caméra. J'ai oublié de la mettre tout à l'heure, mais ça peut peut-être être plus sympa pour les participants aussi de voir la personne qui parle. Je mets ma caméra. Alors, je ne sais pas comment vous me voyez là. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière ou pas. Tu me dis si c'est… Je ne me suis pas maquillé. Hein. C'est pas grave. Non, bah, écoute, c'est bien. Merci. Ok. Alors, donc je vais vous rappeler effectivement en 3 slides le dispositif C2E pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien ce dispositif. Ensuite, je vous parlerai de la 5e période puisque les C2E fonctionnent par période de 3 ou 4 ans. Et on a une période là qui se termine au 31/12/2021 et donc qui démarre au 1er janvier 2022 jusqu'au 31/12/2025. Donc, je vais vous parler un peu des perspectives de cette période. Et puis, on fera un zoom sur le coup de pouce tertiaire qui permet de bonifier en fait notamment la fiche BAT-TH 157. Alors, le dispositif des C2E, c'est un dispositif qui existe depuis 2006, donc qui a été introduit par la loi POP en 2005. C'est un dispositif qui répond à la réglementation européenne sur l'efficacité énergétique. Vous savez que dans cette réglementation européenne, vous avez deux articles importants qui sont l'article 3 et l'article 7. L'article 3, en gros, il fixe les objectifs de réduction de consommation d'énergie des États membres. Et l'article 7, il donne la possibilité de s'appuyer sur un dispositif de type certificat blanc ou certificat d'économie d'énergie qui en fait demande aux vendeurs d'énergie, donc vendeurs d'électricité, de gaz, de fuel et de carburant, demande à ces vendeurs d'énergie de mettre en place des actions d'économie d'énergie sur leur propre marché. Et ces économies d'énergie doivent être réalisées en économie d'énergie finale. Et donc, c'est un dispositif qui existe depuis 2006, qui s'adresse à tout le secteur diffus, résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture, réseau et transport, et qui fonctionne par période de 3 à 4 ans. Donc, comment ça fonctionne? Tous les 3-4 ans, l'autorité administrative, donc en l'occurrence le ministère de l'écologie, au travers de la Direction générale énergie-climat, va fixer des objectifs d'obligation à des acteurs obligés, donc aux énergéticiens. Ces objectifs de réduction de la consommation d'énergie seront d'autant plus importants que, bien évidemment, l'énergéticien a des parts de marché importantes sur son marché. Donc, les énergéticiens, donc vous voyez les EDF, Total, Engie, Siplec, etc., se doivent de mettre en place chez le consommateur final des actions de réduction de la consommation d'énergie chez le consommateur final. Et pour prétendre un certificat d'économie d'énergie, ces acteurs doivent avoir ce qu'on appelle un rôle actif incitatif, c'est-à-dire qu'ils doivent convaincre le consommateur final de basculer d'une solution peu performante sur le plan énergétique à une solution très performante sur le plan énergétique. Et ils doivent prouver qu'ils ont eu ce rôle actif incitatif. Alors généralement, le rôle actif incitatif, ça peut être, c'est dans 90% des cas des euros qui sont donnés, donc de l'argent qui est donné pour financer les projets, mais vous pouvez aussi avoir des rôles actifs incitatifs au travers de services ou de bons d'achat. Par exemple, c'est ce que font certains distributeurs, je pense notamment à Leclerc, où vous pouvez, vous avez des bons d'achat qui vous financent quelque part indirectement vos travaux. Et puis, parallèlement à cela, vous avez à gauche de ce schéma des acteurs non obligés qui sont dits les acteurs éligibles, qui sont des collectivités territoriales, l'ANA, les bailleurs sociaux, des sociétés d'économie mixte, SPL, dont l'objet est l'efficacité énergétique, qui peuvent produire des certificats d'économie d'énergie, mais qui ne sont pas obligés. Et donc, comme ils ne sont pas obligés, ils vont pouvoir vendre leurs certificats d'économie d'énergie sur un marché d'échange, des certificats d'économie d'énergie. Donc, ce qui veut dire que les certificats d'économie d'énergie, une fois qu'ils sont validés par l'autorité administrative, peuvent tout à fait être vendus. Donc, vous avez ce qu'on appelle, dans ce dispositif, un second marché des C2E, dans lequel des acteurs peuvent acheter et vendre des certificats d'économie d'énergie.
Et donc, les acteurs obligés peuvent, à un moment donné, ont plusieurs possibilités pour produire des C2E, c'est le schéma du bas. Soit ils mettent en place des actions d'efficacité énergétique chez les clients finaux, au travers d'opérations standardisées, souvent, c'est plus de 90% des volumes sont faits au travers d'opérations standardisées, donc c'est une opération qui décrit l'action est éligible au certificat d'économie d'énergie. Soit ils peuvent contribuer à des programmes certificats d'économie. La logique des programmes, c'est en fait une sorte de fonds, c'est-à-dire que les énergéticiens mettent de l'argent dans un programme. Ce programme est porté par un porteur de programme qui vient financer un certain nombre d'actions, et ces actions, généralement sur les programmes, sont liées soit de l'innovation autour de l'efficacité énergétique, soit des programmes qui accompagnent la précarité énergétique, soit des programmes qui accompagnent la formation action autour de l'efficacité énergétique. Donc, vous avez un coefficient de conversion, c'est-à-dire qu'à chaque fois aujourd'hui qu'un énergéticien met 5 € dans un programme, il va toucher 1 mégawattheure QMAC de certificat d'économie d'énergie. Ensuite, donc, les obligés peuvent, pour répondre à leurs obligations, acheter des certificats d'économie d'énergie sur le marché. Vu. Ils peuvent déléguer leurs obligations à un tiers, donc vous avez ce qu'on appelle notre dispositif de délégataire. Et puis, dernier point, si l'obligé n'a pas réalisé de certificat 15 € pour mégawattheure QMAC, ça veut dire que c'est plusieurs milliards d'euros pour des acteurs de type EDF, Total, Engie. Donc autant vous dire que les acteurs jouent le jeu et cherchent plutôt à produire des C2E pour éviter de payer la pénalité. Alors, j'en ai parlé, les certificats d'économie d'énergie sont comptabilisés en kilowattheures QMAC. Kilowattheure, on comprend, ce sont des économies d'énergie finale, et QMAC, c'est pour cumuler actualiser. En fait, les économies d'énergie sont calculées par rapport à une situation de référence, et par rapport à cette situation de référence, donc on a des économies d'énergie, et que l'on va ramener à la durée de vie de l'équipement, avec un taux de conversion, avec un taux actualisé de 4%. On prend en compte en fait une perte de rendement des machines, pas de 4% par an, qui nous amène à ce kilowattheure QMAC. Donc c'est un forfait qui est un peu théorique, puisqu'en fait notre situation de référence, on va prendre une situation de référence moyenne soit sur un marché, soit sur un parc, en fonction des fiches d'opération standardisées. Donc pour les équipements que vous commercialisez, on est sur le marché, et voire même sur les équipements que vous commercialisez, sur les niveaux de référence qui sont liés à l'éco-conception. Et donc on vient calculer les économies d'énergie par rapport à ce que simule en fait le marché ou l'éco-conception. Les C2E, ils sont délivrés par le pôle national certificat d'économie d'énergie, donc après réalisation des travaux. Donc chaque acteur obligé a un compte sur un portail qui s'appelle EMI, et vient déposer ses certificats d'économie d'énergie de manière dématérialisée sur le portail EMI. Et donc, à la fin de la période, le pôle national C2E va faire le tour de l'ensemble des obligés en leur demandant de leur part de marché. En fonction de cette part de marché, ça va déterminer leur niveau d'obligation. Et ensuite, la DGEC ira voir le compte de chacun des acteurs pour voir s'ils ont produit à la hauteur ou pas de leur part de marché leur niveau d'obligation. À noter que certains certificats d'économie d'énergie peuvent être bonifiés dans le cadre notamment des contrats de performance énergétique dans des zones non interconnectées, et que le dispositif peut donner lieu donc à des dispositifs, on va le voir, de type coup de pouce, où là encore on vient bonifier le forfait des fiches d'opération standardisées pour accélérer en fait la mise en œuvre de certaines fiches. Donc, j'en ai parlé. Donc, le dispositif fonctionne par période de 3 ou 4 ans. Et à l'heure actuelle, donc, nous en sommes à la fin de la 4e période des C2E qui a démarré au 1er janvier 2018.
la période, la quatrième période, avait une obligation théorique de 2133 TWh Cumac, avec deux types de certificats d'économie d'énergie, des certificats d'économie d'énergie classiques, donc 1600 TWh Cumac, et des certificats d'économie d'énergie précarité, 533 TWh Cumac pour les C2E précarité. Donc bien évidemment, les C2E précarité sont réalisés chez des particuliers en précarité énergétique. Donc la quatrième période devrait atteindre, enfin les acteurs devraient atteindre assez facilement les objectifs de cette quatrième période. Vous le voyez un peu sur le graphe, et on estime à ce stade, enfin, à ce jour, qu'il y aura même un stock extrapolé sur la quatrième période qui devrait dépasser les 300 TWh Cumac. Donc, ce qui veut dire que les acteurs vont produire plus que leur obligation. Alors, ce qui en soi n'est pas gênant, puisque ce qui veut dire que ce stock pourra resservir pour la cinquième période des C2E, puisque vous avez la possibilité, quand vous êtes acteur obligé, de conserver ce stock pour jouer sur une période suivante. Alors, quelques mots sur les prix des certificats d'économie d'énergie. Donc, vous avez compris que vous avez une valeur du certificat d'économie d'énergie papier qui peut donc s'échanger sur un marché. Et donc là, je vous ai mis les prix des C2E que vous pouvez trouver sur le site EMI, donc www.emi.fr. Donc EMI, c'est E2MY. Et donc, vous avez, ça vous donne en fait les tendances du marché. Et donc aujourd'hui, on est sur donc vous avez deux prix dans EMI. Vous avez d'abord le prix des C2E classiques et le prix des C2E précarité. Et au-delà de cela, vous avez ce que l'on appelle l'indice EMI et l'indice spot. Alors l'indice EMI, ça regroupe en fait tous les types de transactions qui ont été réalisées. Donc soit des transactions à date, soit des transactions à terme, soit et donc vous avez un peu des choux et des carottes dans l'indice EMI. Mais l'indice EMI présente un intérêt, c'est que quand vous prenez la courbe, enfin l'intégralité de l'historique de ces prix indice EMI, ça vous donne la tendance haussière ou baissière du marché des certificats d'économie d'énergie. Et donc aujourd'hui, sur l'indice EMI, on est à 7,84 € en classique et à 7,55 € par mégawattheure Cumac en précarité. On est plutôt aujourd'hui sur un prix stable, voire légèrement baissier par rapport à ce que l'on a connu sur 2020. Et puis, vous avez les indices spot. Alors, les indices spot ne prennent en compte que les transactions à prix non nul du mois précédent qui ont été réalisées dans les entreprises qui ne sont pas filiales. Donc, ça représente quand même un peu plus la réalité d'un marché à un moment donné. Donc, aujourd'hui, vous êtes sur un indice spot à 7,21 € en classique. Marc, je suis… Voilà, merci. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon, on t'entend à nouveau, c'est bon, merci. Voilà. Et donc, vous avez un C2E, donc un indice spot qui est à 7,21 € en classique et 7,39 € en précarité. Là encore, c'est plutôt stable à l'heure actuelle, mais c'est plutôt baissier par rapport à ce que l'on a connu sur 2020, où on avait des indices spot en fin 2019, début 2020, qui étaient quasiment montés à 9 € par mégawattheure Cumac. Alors, ces prix-là que je vous indique, ce sont des prix donc papier des C2E. Donc, ces prix, ils intègrent quoi? Ils intègrent, la prime, une partie de la prime qui est donnée aux bénéficiaires pour financer son projet, plus les coûts commerciaux des acteurs, les coûts de gestion administrative des certificats d'économie d'énergie, les coûts de contrôle, les coûts qui sont liés à la gestion de la plateforme EMI et une marge, la marge de certains intermédiaires, puisque vous avez des acteurs qui produisent des C2E pour revendre des C2E au bon moment. Donc, bien évidemment, les prix que je vous donne là ne sont pas les prix qui sont
qui reflète en fait les aides financières qui sont apportées aux bénéficiaires pour financer ces projets d'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur la base de ces prix à un peu plus de 7 €, les bénéficiaires doivent pouvoir prétendre à des primes de l'ordre de 5 €, 5,50 € du mégawattheure CUMAC. Voilà. Donc c'est ce qui viendra financer les projets de CEE. Voilà un peu dans les grandes lignes le rappel sur les certificats d'économie d'énergie. Si on regarde maintenant devant nous, quelles sont les grandes perspectives de la 5e période. Alors juste quelques mots sur qu'est-ce qui a conduit à l'administration, donc quels sont les critères qui conduisent l'administration à fixer les règles d'une nouvelle période et de cette 5e période. Alors tout d'abord, bien évidemment, il faut que, vous l'avez compris, les certificats d'économie d'énergie répondent aux exigences européennes en matière d'efficacité énergétique. Donc bien évidemment, la DGEC fixe ses objectifs par rapport à cette réglementation européenne. Et on sait que sur l'efficacité énergétique, il va y avoir là, courant juillet, des discussions à nouveau au niveau de la Commission sur un renforcement des règles d'efficacité énergétique. Et donc la DGEC a un peu anticipé ça. Ensuite, la DGEC doit prendre en compte les accès aux gisements d'économie d'énergie. Donc, pour ce faire, la DGEC s'appuie systématiquement sur des études de l'ADEME. Donc, l'ADEME a fait une étude gisement en fin 2019, début 2020 pour regarder quels étaient les gisements accessibles dans le futur pour l'ensemble des acteurs du dispositif C2E. Généralement, l'ADEME fait dans son étude gisement une hypothèse basse, moyenne, haute. La DGEC a tablé sur un peu plus que l'hypothèse basse de l'ADEME. Ensuite, la DGEC doit prendre en compte le prix des énergies, puisque le dispositif des C2E aujourd'hui, c'est un dispositif qui pèse entre 3,5 et 4 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que les énergéticiens mettent à peu près 4 milliards d'euros par an pour faire vivre ce dispositif des C2E. Bien évidemment, à un moment donné, il faut que quelqu'un paye ce dispositif. Et qui paye ce dispositif? Bien évidemment, les consommateurs d'énergie. Et donc, les prix des C2E sont répercutés dans le prix des offres d'énergie, essentiellement auprès des marchés particuliers et des marchés entreprises tertiaires. Donc la DGEC, si elle augmente très fortement les objectifs de C2E, va de facto augmenter très fortement le prix du dispositif et donc augmentera le prix des énergies. Donc autant vous dire que la DGEC est assez vigilante sur ce sujet, d'autant plus que on voit bien qu'on a des citoyens qui sont prêts à lutter contre le réchauffement climatique, mais qui ne sont pas prêts vraiment aujourd'hui à payer le prix de cette lutte contre le réchauffement climatique. Confère ce qui s'est passé en 2018 avec la taxe carbone sur les carburants ou ce qui a généré la crise sur les gilets jaunes. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème d'acceptabilité des citoyens sur ces sujets. Ensuite, il y a la DGEC a pris en compte dans cette 5e période. Marc, oui. Marc, Stéphane, si je peux me permettre, il y a une question quand même, qui est peut-être plus intéressant d'y répondre maintenant, qui demande ce qu'est un gisement d'économie d'énergie. Un gisement d'économie d'énergie, c'est une analyse qui vient se poser la question de savoir où est-ce qu'on peut faire des économies d'énergie et est-ce que ces économies d'énergie, elles sont atteignables au travers du dispositif des C2E. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, on considère qu'il y a, je sais pas, 500 gigawattheures CUMAC, 500 gigawattheures d'économie d'énergie finale à réaliser en tertiaire, sauf que si c'est un prix
importants, ils ne seront pas réalisés. Donc, la notion de gisement, c'est qu'est-ce qui peut réellement être atteignable au travers du dispositif des C2E et qu'est-ce qui peut nous générer vraiment de l'efficacité énergétique. C'est ça la notion de gisement d'économie d'énergie. Donc, c'est bon, Stéphane? C'est bon, merci Marc. Sur les actions de décarbonation, donc l'idée de la DGEC, c'était de prendre en compte, au-delà de l'énergie finale, une notion aussi d'émissions de gaz à effet de serre et de voir comment on pouvait réduire l'impact des consommations d'énergie sur les émissions de CO2. Et donc là, vous allez le voir que la DGEC, on l'a pris en compte en fait de deux manières. Au travers d'une obligation accrue en matière d'efficacité énergétique et de dispositifs C2E sur les énergies fossiles, fuel et gaz, et au travers de la mise en place d'opérations de type coup de pouce qui visent à substituer des chauffages de type fuel, gaz peu performantes par des solutions plus performantes, ENR ou biomasse. Ensuite, c'est dans la prise en compte des actions de cette 5e période, on le voit, il y a aujourd'hui sur la rénovation une filière du bâtiment qui est importante en France parce que source d'emploi et qu'il faut maintenir. Et donc, ça fait partie aussi dans l'équation à multiples inconnus des critères que prend en compte la DGEC. Se dire, est-ce que mes actions ou les décisions que je vais prendre me permettent de maintenir une filière dédiée au bâtiment et dédiée à la production des C2E dans un contexte de pression sur l'emploi importante. Et puis, dernier sujet qui était important pour la DGEC, c'est de chercher, notamment sur la rénovation énergétique, à accroître la qualité des travaux dans un marché qui nativement génère structurellement une asymétrie d'information entre le bénéficiaire et le vendeur. C'est assez typique du marché de la rénovation où vous avez d'un côté des particuliers qui connaissent peu de choses sur l'énergie, qui comprennent assez mal les notions liées à l'énergie et à la rénovation. C'est-à-dire que quand un artisan parle de R, de U, bien évidemment, la plupart des clients particuliers ne comprennent pas ce que raconte l'artisan. Et donc, de facto, dans ce type de marché, quand on le regarde sur le plan macroéconomique, généralement, les acteurs s'orientent toujours vers le moins-disant. Comme ils connaissent mal le marché, ils vont plutôt prendre les solutions les moins chères. Or, généralement, les solutions les moins chères ne sont pas toujours les solutions de meilleure qualité. Et donc, le dispositif des C2E, il est confronté aussi à ça, notamment sur le marché des particuliers. C'est comment est-ce qu'on est en capacité d'accompagner les particuliers de manière à ce que les rénovations et les décisions qui soient faites sur des bases plutôt qualitatives et non pas uniquement basées sur un prix bas de la rénovation. Alors, donc tout ça, ça a été mouliné par la DGEC et ça a été discuté courant 2020 avec l'ensemble des acteurs, puisqu'il y a une phase de concertation importante en juillet-août 2020 et au printemps de cette année, où la DGEC a beaucoup consulté l'ensemble des acteurs pour fixer l'ensemble des objectifs. Alors au final, on s'oriente vers quoi? Marc, oui. Si je peux me permettre, il reste 5 minutes. Oui. Merci. Il me reste 5 minutes. Ah oui, pardon. Donc, je vais aller vite. Donc, globalement, la période, donc 4 ans, avec une obligation de 2500 TWh, donc 17% d'obligation en plus, et avec un dispositif qui va plutôt être centré vers des vraies économies d'énergie. Donc là, je vous passe les seuils d'obligation, ça c'est pas trop important pour vous. Vous verrez simplement que ici, c'est intéressant parce que l'obligation, on le voit, elle augmente quand même très fortement pour le fioul domestique et le gaz naturel.
Donc, on pénalise plutôt les énergies fossiles et on demande aux acteurs du fioul domestique et au gaz naturel de réaliser plus d'économies d'énergie que, par exemple, les électriciens. Et puis, dernier point qui est important, c'est que la part maximale des volumes de CO2 au titre des pondérations ne représentera que 25% des volumes total de certificats d'économie d'énergie délivrés. Donc, ce qui veut dire que la DGEC va se recentrer sur une augmentation du volume des C2E, mais sur des vrais C2E, c'est-à-dire avec des vraies économies à la clé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez sur cette 5e période. Alors, juste un zoom sur le coup de pouce des chauffages tertiaires. Donc, il existe depuis le 13 avril 2021 un coup de pouce qui vient bonifier notamment le système de chauffage, la fiche BAT TH157, chauffage collectif biomasse, en substitution d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante ou au gaz haute qu'à condensation. Donc, on est bien dans cette logique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le volume total de certificats d'économie d'énergie, il est calculé en prenant en compte la chaleur nette utile produite par la chaudière biomasse multipliée par un coefficient donc, de 4,8 pour une chaudière de puissance inférieure ou égale à 500 kW et à 3,4 pour une chaudière de puissance supérieure à 500 kW. Et donc ça, vous multipliez ce Q en plus par 3 pour des actions qui relèvent de la fiche d'opération standardisée BAT, BAT TH157, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante, et par 4 lorsqu'elle vient remplacer une chaudière à charbon au fioul non performante. Alors, le dispositif aujourd'hui commence il a démarré, hein, et donc au 21 avril 2021, vous avez 56 entreprises qui ont référencé cette charte coup de pouce, et vous voyez les résultats là sur les chaudières biomasse, où on a à peu près 7% des opérations qui sont réalisées de substitution qui sont réalisées par la mise en place de chaudières collectives biomasse, avec des montants de financières aujourd'hui qui sont encore faibles, mais qui, je l'espère, vont augmenter fortement. Et puis, deux graphiques complémentaires avec les travaux qui ont été engagés mensuellement. Donc, vous voyez sur août, décembre, janvier, février, où vous avez des chaudières biomasse, et des opérations qui ont plutôt, sur les chaudières biomasse, été engagées sur les bureaux, l'enseignement et autres. Donc, autres, c'est tout ce qui n'est pas bureau, enseignement, santé, hôtellerie et commerce. Voilà dans ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Stéphane, je te redonne la main. Merci Marc. Merci Marc pour cette présentation du dispositif C2E. Je vais donc reprendre la main et non, désolé, c'est revenu au début. Je recale. Ça veut pas partir. J'y vais à la main du coup. Désolé. Bonjour à tous. Voilà. Sont activés. Nous allons donc aborder la. Oui, Stéphane, juste avant, pardon. il y a des questions sur la fiche BAT TH127. Est-elle toujours bonifiée? Est-ce que tu veux prendre les questions maintenant ou en toute fin sur après ton intervention? Je vais y répondre dans le cours d'intervention. Ok, ça marche. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux attendre s'il y a encore des interrogations sur le sujet. C'est mieux attendre. Voilà. Alors, j'espère que ce que je vais faire ne va pas. Je pense que hop. Voilà. Donc, je vais vous parler des certificats d'économie d'énergie, donc C2E, pour les installations de bois-énergie dans le secteur résidentiel, collectif et tertiaire, de manière plus spécifique après la présentation générique de Marc. Pour ça, je découpe l'intervention en deux phases qui sont de longueur très inégale.
d'abord les bâtiments des secteurs résidentiels, donc collectifs aujourd'hui pour ce qui nous concerne, et tertiaires, et ensuite les réseaux de chaleur. Et pour chacun, j'évoquerai la production de chaleur à partir de biomasse ainsi que le raccordement au réseau de chaleur. Sur le secteur résidentiel, donc au niveau des bâtiments, donc j'entends c'est bien un ensemble de bâtiments résidentiels collectifs d'un bailleur par exemple, ou un bâtiment tertiaire d'une entreprise. Pour la production de chaleur, donc à partir de biomasse, on parle bien de chaufferie dédiée. À partir réseau de chaleur, j'en parlerai tout à l'heure. Donc de chaufferie dédiée au bâtiment, avec plusieurs points. Des fiches d'opération standardisées relatives à la biomasse, il y en a 2. Des opérations spécifiques qui peuvent être relatives à la biomasse. L'articulation des C2E concernés par la biomasse, donc avec le fonds chaleur. L'articulation également des C2E avec le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises. Et une illustration pour positionner un peu les ordres de grandeur avec des simulations qui ont été réalisées, des simulations donc théoriques. Malheureusement, on n'a pas de retour encore vraiment. Vous avez vu que, que les chiffres présentés par Marc Gendron, il y a une quarantaine de chaufferies collectives lancées dans le cadre du coup de pouce tertiaire. On verra que c'est surtout dans ce cadre-là, à mon avis, qu'il y aura des utilisations des fiches C2E. Mais il n'y en a qu'une dizaine en cours, en travaux, et une seule qui est réalisée. Donc, pour le moment, les illustrations, c'est uniquement sur la base de situations théoriques. Un petit historique avant de revenir sur les fiches biomasse qui existent, c'est qu'à l'origine du dispositif des C2E, la biomasse avait, la production d'énergie à partir de biomasse, production de chaleur à partir de biomasse, avait une fiche spécifique qui prenait en considération l'ensemble de l'énergie produite par la chaudière, qui pouvait être valorisée donc en C2E, en kilowattheure Cumac. Depuis quelques années, le ministère de la Transition écologique a souhaité revenir donc à la notion stricte d'économie d'énergie, donc ne plus intégrer la production d'énergie renouvelable comme étant considérée comme des C2E. Et donc, c'est bien le delta aujourd'hui entre une situation de référence et la situation biomasse qui est plus performante. C'est ce delta-là qui donne la quantité de C2E qui peut être valorisée par la biomasse. Puisque depuis début 2020, donc, le ministère souhaitait que ces chaudières biomasse reviennent dans le giron du dispositif, mais avec cette exigence d'efficacité énergétique de manière stricte. Donc, comme le disait Marc Gendron, il y a des échanges qui ont eu lieu donc, en 2020 entre le ministère, la T2E, l'ADEME, le CIB et d'autres partenaires, et qui ont abouti à la parution de 2 fiches, BAR TH165, chaudière biomasse collective pour le résidentiel, et BAT TH157, chaudière biomasse collective toujours, mais pour le tertiaire. Donc ces fiches sont identiques dans leur contenu, c'est juste sur les bâtiments, en fait, la typologie de bâtiments sur lesquels elles portent que se situent les différences. Donc pour la partie résidentielle, ce sont des bâtiments résidentiels collectifs existants, donc pas pour les neufs. Et sur la partie tertiaire, ce sont des locaux du secteur tertiaire existants, donc toujours pas pour le neuf, réservés à une utilisation professionnelle. Les principales caractéristiques des fiches, la première, c'est que, et on reviendra sur ce seuil, c'est que la chaleur, la totalité de la chaleur, le total de la chaleur nette utile produite par les chaudières concernées par l'installation, chaudières biomasse concernées par l'installation, doit être inférieur à 12 gigawattheures par an. Donc on reviendra tout à l'heure sur ce seuil parce que ça correspond aussi à une articulation avec le fonds chaleur, enfin une limite du fonds chaleur. Pour ce qui concerne les chaudières de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 500 kW. Donc, ce sont les chaudières qui sont concernées par le règlement européen relatif à l'éco-conception des équipements, donc à la performance des équipements. Donc, c'est pour ça que ce seuil de 500 kW a été retenu par le ministère. En dessous, il y a le règlement européen qui s'applique de toute manière, et au-dessus, il n'y a pas vraiment de contraintes associées à de la conception, donc il y a d'autres règles qui sont mises en œuvre. Donc pour les chaudières de moins de 500 kW, on voit une efficacité énergétique saisonnière de la chaudière qui doit être supérieure ou égale à 83% sur
le pouvoir calorifique supérieur. Donc c'est en référence, donc cette efficacité énergétique saisonnière, au règlement européen dont je vous parle, éco-conception, avec quelques subtilités, puisqu'il s'agit de ne pas intégrer la perte d'efficacité liée au dispositif de régulation de température. Donc on reviendra peut-être dessus. J'imagine qu'il y a des questions là-dessus concernant ce mode de calcul. Également, il existe des valeurs limites d'émission pour les poussières, les NOx, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et les composés organiques gazeux. Et, comme l'a dit Marc tout à l'heure, le montant de certificat d'économie d'énergie est égal à 4,8 fois la production de chaleur nette utile, annuelle. Pardon, j'ai pas kilowattheure par an, c'est la production annuelle, oui, kilowattheure par an. Pour les chaudières de puissance supérieure à 500 kW, il s'agit que leur rendement sur pouvoir calorifique inférieur, donc ne comparez pas les deux chiffres 83% et 92%, ils ne peuvent pas l'être, parce qu'il y en a un sur pouvoir calorifique supérieur, l'autre sur pouvoir calorifique inférieur. Donc sur PCI à pleine charge supérieure ou égale à 92%, avec des valeurs limites d'émission sur les poussières et les oxydes d'azote, et un montant de certificat d'économie d'énergie qui, lui, comme le disait Marc aussi tout à l'heure, est égal à 3,4 fois la production annuelle de chaleur nette de la chaudière. Avec le dispositif coup de pouce tertiaire, donc qui concerne que la fiche BAT TH157 sur les deux fiches, donc avec le coefficient, donc ce coefficient de 4,8 ou de 3,4 qui est multiplié lui-même par 3 ou par 4 selon que la chaudière biomasse installée remplace une chaudière gaz non performante ou bien une chaudière charbon ou fioul non performante. Il existe aussi des opérations spécifiques, potentiellement, il existe ces opérations spécifiques. Alors, les C2E s'articulent au-delà des fiches, en fait, des opérations standardisées dont je viens de parler, donc il y a aussi le système d'opérations spécifiques, donc c'est-à-dire qu'au cas par cas, des opérations peuvent bénéficier de C2E. Alors, il y a un décret, le décret du 20 septembre 2019 qui permet aux sites soumis au quota d'émissions de gaz à effet de serre de pouvoir bénéficier également des C2E. Lorsqu'ils font des opérations d'économie d'énergie. Donc, notamment quand ils installent un système une chaudière biomasse en remplacement d'une autre chaudière. Donc, c'est possible. Alors, effectivement, derrière, c'est spécifique. Donc, c'est au cas par cas avec des comptabilisations, un bilan énergétique en amont, enfin, ex ante, ex post, en fait, de l'installation. Mais c'est quelque chose de possible. Par contre, sur ces points-là, on ne va pas rencontrer énormément d'installations, puisque je le rappelle, ce sont des installations qui sont dédiées en fait, à des bâtiments collectifs, résidentiels collectifs ou tertiaires. Et donc, il y aura très peu d'installations concernées du fait de la taille importante de celles qui sont soumises à quota d'émissions de CO2. Néanmoins, je le précise quand même parce que ça peut exister. Donc pour l'articulation des C2E avec l'aide accordée par le Fonds Chaleur, il y a un décret de 9 décembre 2019 qui permet d'articuler les deux, et donc qui permet d'attribuer des C2E pour des opérations qui visent en fait à mettre des énergies renouvelables à la place d'énergies fossiles et qui peuvent avoir bénéficié d'un financement ADEME. Donc, cette articulation auparavant n'était pas possible. Là, avec ce décret, c'est rendu possible. On va voir un peu plus avant les règles qui permettent cette possibilité. Par contre, la condition, c'est que ce dimensionnement et décision en fait, de délivrance de C2E, de l'aide, pardon, est pris en compte l'attribution des C2E. Donc l'ADEME doit avoir connaissance des éléments concernant les C2E pour attribuer l'aide, pour que les deux puissent être cumulables. Donc l'ADEME a défini des règles donc, sur son fonds chaleur, de manière à ce que l'aide fournie par le fonds chaleur soit en tout ou partie cumulable avec les C2E. Donc, il y a deux cas, en fait, pour la partie production de chaleur à partir de biomasse, il y a deux cas, selon que l'aide fonds chaleur est accordée au forfait ou suite à une analyse économique. Sur la base du forfait, c'est-à-dire pour les installations qui produisent moins de 12 gigawattheures par an à partir de biomasse. C'est là qu'on retrouve le seuil de 12 gigawattheures par an.
l'ADEME a décidé que les projets ne pouvaient pas ouvrir droit à la délivrance de C2E. Alors, j'imagine que c'est parce que le forfait, l'ADEME doit estimer que le forfait intègre déjà suffisamment une aide suffisante, et puis que ça risquerait d'être très compliqué de pouvoir faire du cas par cas, l'aide au forfait visant justement à ne pas faire des analyses au cas par cas des dossiers. Derrière, s'il y a des conditions à pouvoir mettre en place pour l'obtention des C2E et de l'aide fonds chaleur, pour avoir les deux, ça reviendrait à faire du cas par cas. Donc j'imagine que c'est pour ça que l'ADEME a souhaité que les projets qui bénéficient de l'aide au forfait ne puissent pas bénéficier également des C2E. Enfin, que les deux ne soient pas cumulables. Donc en fait, que le maître d'ouvrage fasse son choix entre les C2E ou l'aide fonds chaleur. Puisque donc c'est pas cumulable parce que, comme je vous le disais, les fiches, en fait, les opérations spécifiques, les fiches, en fait, sont inférieures à 12 gigawattheures par an également. Pour ce qui relève des analyses économiques, donc les installations qui sont les opérations spécifiques, en fait, c'est possible d'avoir une articulation entre l'aide fonds chaleur et les C2E. Donc là, c'est du cas par cas, mais comme je le disais tout à l'heure, ça va concerner relativement peu de monde. Donc c'est du cas par cas, mais néanmoins, ça peut être fait dans le cadre du BCIAT pour les opérations tertiaires ou hors BCIAT pour les opérations résidentielles collectives et tertiaires. Maintenant, l'articulation des C2E avec le crédit d'impôt tertiaire. Donc, crédit d'impôt, en fait, qui est accordé dans le cadre de la loi de finances pour 2021, qui est accordé aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, en fait, pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de ces entreprises. Donc, le crédit d'impôt peut concerner l'acquisition, la pose d'une chaudière biomasse. Son montant est égal à 30% au maximum est égal à 30% pardon, du prix de revient hors taxes et dépenses, desquelles sont déduites les aides perçues, y compris donc les C2E, qui peuvent être mobilisées par la fiche BAT TH 157 et le coup de pouce tertiaire. Donc 30% des dépenses moins les aides déjà perçues. Et ce montant total du crédit d'impôt ne peut excéder un plafond de 25 000 €. Alors attention, ce n'est pas uniquement en théorie pour la chaudière biomasse, c'est-à-dire que c'est sur l'ensemble de ce qui est possible de financer via ce crédit d'impôt et sur la période d'octobre 2020 au 31 décembre 2021. Donc, moi, dans les simulations derrière, j'ai considéré que c'était uniquement qu'il n'y avait que la partie biomasse qui était, qui bénéficiait du crédit d'impôt. Néanmoins, s'il y a d'autres opérations qui bénéficient du crédit d'impôt, le plafond de ce crédit d'impôt est de 25 000 € dans tous les cas. Donc, pour bénéficier du crédit d'impôt, les chaudières doivent respecter les mêmes critères que les fiches, celles des fiches C2E. Donc c'est plutôt bien parce qu'au moins ça permet d'aligner tout le monde sur la même base. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci particulier. Donc on passe maintenant donc aux simulations sur ces C2E concernant la production de chaleur biomasse. Donc simulations qui sont relatives aux fiches, les opérations spécifiques, bon, c'est du cas par cas et comme il y en aura peu, n'ont pas été intégrées dans les simulations. Donc ces simulations dépendent en fait de plusieurs paramètres. Le secteur concerné, d'une part, c'est résidentiel ou tertiaire. Le combustible bois utilisé, granulé ou plaquette, non pas tant en fin de compte pour le combustible en lui-même, mais pour plutôt l'impact sur le coût d'investissement des équipements. De la puissance de la chaudière, donc comme vous avez vu, il y a un distinguo en dessous et au-dessus de 500 kW, et de l'équipement remplacé, chaudière gaz non performante ou chaudière fioul charbon non performante. Donc voilà le résultat des simulations. Donc il y a 6 cas, dont certains sont divisés en deux. Le secteur, donc d'abord tertiaire, qui présente 4 cas lui seul, résidentiel 2 cas, et ensuite le combustible bois, donc qui permet de diviser chaque secteur en deux, granulé ou plaquette.
Donc, si on regarde la partie tertiaire granulée, pour le moment, la puissance bois considérée est de 100 kW. Il y a deux cas considérés selon qu'on réalise un appoint par une énergie fossile ou pas, c'est-à-dire que derrière la différence qui va être observée, ça va être la production de chaleur bois pour une même puissance. Donc, pour un même coût d'investissement, il y aura une production de chaleur bois qui sera inférieure s'il n'y a pas d'appoint fossile qui vient pallier qui vient assurer le pic de puissance pour les jours les plus froids. Pour les plaquettes, la différence, c'est plus ou moins de 500. Donc, il y a 400 kW et 600 kW qui sont considérés. Dans les deux cas, il y a un appoint par une énergie fossile. Et puis, sur le résidentiel, la puissance, en fait, c'est 100 et 600. Donc, pour avoir en dessous et au-dessus de 500 kW, avec un appoint fossile également. Donc, bon, les montants d'investissement sont mentionnés. Le coefficient de la fiche C2E, donc selon qu'on est à plus ou moins de 500 kW, donc c'est 4,8 quand on est inférieur et 3,4 quand on est supérieur à 500 kW. Donc, le montant de C2E de la fiche est affiché là, 480 pour la première chaudière granulée, 960 pour la seconde, et ainsi de suite. Si on applique un coup de pouce tertiaire, donc là, ça s'applique qu'au secteur tertiaire, évidemment, donc le secteur résidentiel n'en bénéficie pas, avec un coefficient de 3 ou de 4 selon l'énergie remplacée, on obtiendra donc un montant total de C2E qui va varier sensiblement selon la puissance de la chaudière concernée. Ensuite, la valorisation des C2E, donc prise à 5,5 € par mégawattheure CUMAC, donc, qui correspond à ce que l'ADEME considère comme valeur du C2E, qui est aussi celle qui a été annoncée tout à l'heure par Marc, correspond grosso modo à ce qui peut être réellement perçu par le bénéficiaire final des C2E, même si le prix des C2E est entre 7,5 et 8 € mégawattheure CUMAC, le bénéfice réel pour l'usager est plutôt de l'ordre de 5,5. Et donc, si on valorise ces C2E en euros, qu'on y ajoute le crédit d'impôt tertiaire, on obtient une aide totale qui peut varier de l'ordre de 30 000 € à 115 000 € selon le cas, mais qui représente une part du montant d'investissement de l'installation qui, elle, est très variable. Donc, si on commence plutôt par la partie résidentielle, donc à droite du tableau, on s'aperçoit que le montant des C2E représente de l'ordre de 5% du coût d'investissement, ce qui est certes déjà là, mais comme ça ne permettra pas le développement de ces chaudières en tant que telles, enfin 5%, ce n'est pas à mon avis un élément suffisant pour que ce soit développé vraiment grâce aux fiches, d'autant que pour les chaudières qui peuvent bénéficier du fonds de chaleur, elles peuvent avoir une aide au forfait qui est bien plus conséquente que ça. Pour le tertiaire, selon que l'on est en plaquette ou en granulé, on n'aura pas la même conclusion. Les plaquettes, comme vous le voyez, sont entre 15 et 25% du coût d'investissement, les granulés plutôt entre 35 et 45%. Donc la situation, dès lors qu'on cumule d'ailleurs l'ensemble, c'est-à-dire la fiche, le coût de pouce tertiaire et le crédit d'impôt tertiaire. Donc ça permet les deux compléments, au-delà de la fiche, le coût de pouce et le crédit d'impôt permettent quand même d'augmenter sensiblement l'intérêt des C2E pour les installations bois. Néanmoins, pour les plaquettes, ça reste très, très tendu. Pour les granulés, c'est mieux, effectivement, mais dans tous les cas, ou quasiment tous les cas, à mon avis, le fonds chaleur, si l'installation peut bénéficier du fonds chaleur, donc produit plus de 1200 mégawattheures par an à partir de bois, ou bien, si c'est inférieur à 1200, si elle est intégrée dans le cadre d'un contrat de développement des énergies territoriales ou patrimoniales, donc dès lors qu'elle peut bénéficier du fonds chaleur, il y a forte chance que l'installation préfère, que le maître d'ouvrage préfère aller chercher le fonds chaleur plutôt que les C2E qui sont a priori moins intéressants. Néanmoins, pour toutes les installations qui ne bénéficient pas du fonds chaleur, ça peut être intéressant d'aller chercher les C2E dès lors qu'il y a un cumul non seulement de la fiche, mais également un cumul avec le coût de pouce tertiaire et le crédit d'impôt.
Donc les enseignements, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il y a juste une chose, c'est celle-ci, c'est que le coup de pouce tertiaire donc, a été reconduit jusqu'en 2025, fin 26. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est le crédit d'impôt, lui, pour le moment, c'est une mesure de la loi de finances pour 2021, donc il est possible pour des opérations, des dépenses qui sont engagées avant le 31 décembre 2021. Si ce crédit d'impôt n'est pas reconduit, ça fera quand même chuter l'intérêt des C2E pour les chaudières, qu'elles soient au granulé ou aux plaquettes, et on n'obtiendra plus que de l'ordre de 10-20% du coût d'investissement. Donc voilà pour la partie production de chaleur dans le cadre des bâtiments. Je vais évoquer maintenant le raccordement à un réseau de chaleur des bâtiments donc, résidentiels collectifs ou tertiaires. Parce que là aussi, il y a des fiches donc, qui existent d'opérations standardisées. Donc le raccordement, ce n'est pas une opération spécifique biomasse. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de réseaux de chaleur qui disposent d'une installation biomasse pour la production de la chaleur délivrée par le réseau. Donc c'est intéressant d'avoir connaissance quand même de ces opérations. Donc dans le cadre du groupe ministériel, groupe de travail ministériel sur les réseaux de chaleur et froid, donc d'IGT Vargon, il y a 2 fiches qui ont été modifiées de manière à pouvoir en fait faciliter leur utilisation et notamment par le biais derrière de l'articulation avec le fonds chaleur. Donc ces 2 fiches, c'est BAR TH137, donc raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur, donc ça concerne tant les appartements que les maisons individuelles. Et puis BAT TH127, qui est le raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur. Donc les bâtiments doivent être existants, jamais raccorder un réseau de chaleur avant la réalisation d'opérations. Par contre, ça peut être utilisé dès la mise en service du réseau. Quand le réseau en fait se crée, le raccordement de ces bâtiments est éligible dès le début, s'ils sont existants. Donc, plusieurs paramètres pour déterminer le montant de certificat d'économie d'énergie dans le cadre de ces fiches. Donc, pour ce qui concerne le résidentiel, il y a la zone climatique, le nombre d'appartements raccordés dès lors que c'est du résidentiel collectif ou la surface habitable pour une maison individuelle. Et pour le tertiaire, c'est la zone climatique, le secteur d'activité, l'usage de la chaleur, c'est chauffage seul ou chauffage plus eau chaude sanitaire, et la surface chauffée. Donc, le coup de pouce tertiaire s'applique sur la fiche BAT TH127, donc qui multiplie le montant de C2E de la même manière que pour les autres fiches en fait, de production de chaleur biomasse, en fait, donc par 3 quand ça remplace une chaudière à gaz non performante, et par 4 quand ça vient en remplacement d'une chaudière charbon fuel non performante. Donc, de la même manière donc, que pour la production de chaleur, donc le décret du 9 décembre 2019 permet donc l'articulation, le bénéfice de ces 2E à des opérations qui bénéficient aussi de l'aide ADEME. Et pour le cadre des raccordements au réseau de chaleur, ce sont pour il y a un cumul. Donc c'est bien des aides additionnelles, C2E plus fonds chaleur, un cumul de ces aides que le réseau de chaleur en fin de compte soit soumis au forfait ou à l'analyse économique. C'est bien donc additionnel, c'est-à-dire que l'ADEME, dans le cadre de son analyse, prend en compte cette délivrance de C2E pour attribuer l'aide, pour la décision d'attribution d'aide, mais pas pour le calcul de cette aide. Donc, ce n'est pas intégré dans l'analyse économique. Néanmoins, comme il faut que l'ADEME soit au courant pour pouvoir délivrer, que l'opération puisse bénéficier à la fois des C2E et du fonds chaleur, il est nécessaire que le porteur de projet qui fait la demande d'aide fonds chaleur donne les informations sur les C2E dont bénéficieront les usagers. Donc les différents abonnés, bailleurs ou bâtiments tertiaires ou copropriétés. Donc de la même manière également, ces C2E liés au raccordement sont cumulables sont compatibles avec le crédit d'impôt
donc tertiaires, donc pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, des petites et moyennes entreprises. De la même manière, c'est les mêmes conditions que pour tout à l'heure. C'est 30% du prix de revient hors taxes et dépenses, desquels on déduit les montants C2E, les éventuelles aides publiques reçues. Et ce crédit d'impôt ne peut pas excéder non plus un plafond de 25 000 €. Enfin, donc, après les bâtiments, donc la partie réseau de chaleur, avec la production de chaleur à partir de biomasse sur réseau de chaleur, donc un point sur fiche d'opération standardisée, opération spécifique et l'articulation des C2E avec le fonds de chaleur, et de la même manière, raccordement à un réseau de chaleur. Donc ça va aller assez vite sur cette partie-là, et après on va passer aux questions-réponses. Ça va aller assez vite parce que sur les fiches d'opération standardisées, il n'en existe aucune à ce jour qui sont relatives à la production de chaleur sur réseau de chaleur, donc soit à partir de biomasse ou d'un autre combustible. Il y a juste une fiche concernant la récupération de chaleur totale. Donc, il n'y a pas de fiche standardisée pour la production de chaleur sur réseau de chaleur. Concernant les opérations spécifiques, là, par contre, c'est la même chose. Il peut y en avoir, donc toujours le même décret qui permet, en fait, aux installations qui sont soumises au quota de CO2 de bénéficier des C2E. Donc, sur réseau de chaleur, il peut y avoir des chaufferies, des sites, en fait, qui sont soumis au quota de CO2 et sur lesquels peuvent être installées des chaudières biomasse. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir des C2E qui sont délivrés. Et ces C2E sont articulables avec le fonds chaleur, enfin, sont potentiellement articulables avec le fonds chaleur, d'après le décret, mais l'ADEME a décidé qu'il n'y avait pas de cumul articulation possible entre l'aide fonds chaleur et C2E pour la production de chaleur à partir de biomasse. Donc, je répète bien, c'est bien sur la production de chaleur. Donc, comme l'ADEME analyse ces projets de réseau de chaleur, production plus distribution, elle ne fait pas le distinguo sur la production de chaleur particulièrement. Donc là aussi, c'est un choix de l'ADEME de regarder ça. Et par contre, si on regarde le raccordement à un réseau de chaleur, les mêmes dispositifs, en fait, les mêmes règles s'appliquent que celles que j'ai déjà présentées pour les bâtiments, puisqu'en fin de compte, ce sont les mêmes fiches et les mêmes règles, sauf que là, on est du côté du réseau plutôt que d'être du côté du bâtiment. Mais donc, c'est bien la même chose qui s'applique. Et donc, c'est cumulable, là, par contre, avec le fonds de chaleur, comme je le disais tout à l'heure. Les C2E pour le raccordement à un réseau de chaleur sont donc cumulables avec le fonds de chaleur. En outre, puisque ce n'était pas précisé tout à l'heure, mais sur la fiche barre TH137, ça concerne également le raccordement de maisons individuelles. Donc, il peut aussi y avoir, dans le cadre du raccordement, du réseau de chaleur, des C2E perçus sur des logements individuels, enfin, des maisons individuelles, que je n'avais pas traité tout à l'heure, puisque le sujet, c'était sur le résidentiel collectif. Voilà pour mon intervention. Voilà, passé le temps des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, des réponses, enfin, pardon, des questions, on va vous fournir les réponses, j'espère du moins. Et donc, voilà, je passe la parole peut-être à mes collègues qui ont dû noter un certain nombre de questions. Oui, Stéphane, tu m'entends? Stéphane, tu m'entends? Il a perdu la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Toi, tu es toujours connecté? Ouais. Bah, sinon, j'ai activé le mien, mais coupe tout ton son et ton... Son coupé. Collectif, en fait, c'est tout ce qui n'est pas individuel. Donc, individuel, c'est à l'échelle du ménage. Donc, tout ce qui est chaufferie alimentant des appartements, dès lors que c'est une chaufferie en pied d'immeuble, par exemple, ou une chaufferie qui alimente un bâtiment tertiaire, puisqu'elle n'alimente pas en fait un particulier, donc c'est considéré comme du collectif. C'est une question de taille déjà, en règle générale, c'est pas juste du particulier, mais aussi donc un aspect plus collectif, si c'est plusieurs logements, plusieurs bâtiments, plusieurs. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est bien l'idée. Son activé.
Oui, Stéphane, il y avait une question sur les réseaux de chaleur. Quand tu parles de réseaux de chaleur pour les fiches C2E, c'est des réseaux de chaleur techniques ou juridiques? Au sens technique ou juridique? Bonne question, mais je pense que ça doit être juridique parce que la question du raccordement à réseau de chaleur, si c'est juste technique, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage des bâtiments, c'est aussi le maître d'ouvrage du réseau. Donc, je dirais que les C2E sont liés dans ce cas-là. Je pense que c'est juridique. Après, là, j'avoue que j'ai pas la réponse, mais ça me paraît très surprenant que ce soit technique, la partie raccordement à réseau de chaleur, juste sur l'aspect technique. Ok. Moi, j'ai répondu, je sais pas si c'est, j'ai peut-être pas bien compris la question. Sur la BAT TH 127, hein, ça consiste bien au raccordement d'un bâtiment tertiaire existant à un réseau de chaleur. Donc, c'est bien technique. On raccorde le bâtiment au réseau de chaleur. Et la preuve de réalisation de l'opération, c'est le contrat de fourniture de chaleur entre le bénéficiaire de l'opération et le gestionnaire de réseau. Donc, on a bien effectivement là une dimension juridique. Oui, donc c'est ça. Ça répond à la question ou pas, je sais pas. Oui. Bah, du coup, il y a une vente de chaleur, donc c'est juridique, s'il y a vente de chaleur. C'est ça. Bon, après, le raccordement lui-même est technique, effectivement, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, le cadre, c'est si la preuve, c'est bien un contrat de vente de chaleur, bon, c'est bien sur un réseau juridique. Oui, d'accord, on est d'accord dans ce cas. Autre question, c'était y a-t-il des reversements pour les faibles revenus? Alors là, je vais laisser Marc peut-être répondre. Je ne sais pas comment l'articulation avec ces C2E précarité, du coup, je ne sais pas trop là-dessus. Alors, je crois que Sybille est présente, elle connaît mieux ça que moi sur est-ce qu'on peut articuler Sybille coup de pouce avec C2E précarité? Sybille Boyer. C2E précarité, C2E précarité, ça s'adresse aux ménages uniquement ou c'est Au résidentiel, que exactement. ménage, ouais. Que ménage, Pas au ouais. tertiaire. Pas au tertiaire, ouais, on est d'accord. Donc du coup, ça va pas être cumulable avec le coup de pouce qui nous concerne tertiaire, du moins. Alors après, il y a les autres aides qui peuvent être ma prime rénov, par exemple, choses comme ça. Maintenant, c'est l'articulation de la production je sais pas, les C2E sur la production de chaleur biomasse chez un bailleur social, par exemple. Est-ce que ça peut bénéficier de C2E précarité? Je sais pas, Sybille. Alors oui, tout à fait. Tout à fait possible, dans le cas des fiches en résidentiel. D'accord. Et donc, les règles d'attribution dans ce cas-là des C2E précarité, c'est un coefficient à appliquer sur le montant de la fiche en kilowattheure Cumac. Il y a un coefficient appliqué pour avoir le montant également des C2E précarité. Ça marche comment? En fait, tout dépend si on valorise seulement les fiches en elles-mêmes ou les fiches dans le cadre du coup de pouce. Donc, il y a aussi un coup de pouce chauffage dans le résidentiel avec, je crois bien, la barre TH113, la chaudière biomasse individuelle. Et si on est dans le cas d'un bailleur social et dans le cas du coup de pouce, des coefficients départementaux peuvent être appliqués pour calculer le forfait précarité. Sinon, si on est seulement dans le cadre des fiches, donc ce sera au cas par cas, pour le coup. En complément, il y a Nicolas Ferrand du département des Hautes-Alpes qui précise qu'en résidentiel, selon lui, la prime rénov copro sera plus intéressante s'il y a d'autres travaux ou passage par un contrat territorial ENR accès au fonds chaleur. J'ai une autre question qui a été posée sur la fiche PAT 127 concernant le raccordement réseau de chaleur. Est-elle toujours bonifiée? Bonifié, c'est-à-dire parce que
elle bénéficie du montant de C2E qui est calculé dans le cadre de la fiche. Dans le cadre du tertiaire, enfin du coup de pouce tertiaire, il y a effectivement la bonification par 3 ou 4 possible. Et puis, s'il y a la partie fonds chaleur, je ne sais pas ce qu'on appelle bonification, mais elle peut être, elle est cumulable avec le fonds chaleur. Et juste, je rajouterais que dans le cadre du coup de pouce, c'est bien en substitution d'une solution carbonée. Hein. On est d'accord. Oui. Et non performante. Le gaz, par exemple, on ne peut pas, a priori, remplacer une chaudière gaz et non performante, oui. par une chaudière biomasse. Pour faire le lien avec le coup de pouce, il y a eu une question. Quel est l'intérêt d'être signataire de la charte coup de pouce? Alors, en fait, les signataires de la charte coup de pouce sont essentiellement des obligés ou des délégataires qui mettent en place des offres commerciales permettant de décliner la charte coup de pouce. Et ça leur permet, quelque part, quand ils sont en capacité de substituer des solutions plus carbonées ou peu performantes, de générer un peu plus de certificats d'économie d'énergie. C'est ça l'intérêt pour eux. Ok. Autre. Ouais, vas-y Stéphane. Parce que le coup de pouce n'est applicable, ne peut être perçu que lorsque le professionnel qui intervient intervient dans ce cadre de la charte, j'imagine. Il y a une question sur un exemple. Si le projet fait 5 gigawattheures, mais fait partie d'un… Exactement. Pardon. Mais fait partie de… Donc, si le projet fait 5 gigawattheures, mais fait partie… Marion ? Ouais. Oui, vous m'entendez? Il y a une autre question qui est si le projet fait 5 gigawattheures, mais fait partie d'une grappe de projet pour une consomme supérieure à 12 gigawattheures, est-ce il peut y avoir cumul ou pas cumul? Moi, j'aurais tendance à dire non. Là-dessus, je vais peut-être laisser Marc répondre, mais pour moi, la fiche C2E s'applique à un bâtiment. Alors peut-être que s'il y a le même maître d'ouvrage, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est jouable. Mais ça, attendez, pardon, 5 gigawattheures, non, par contre là, c'est grappe de projet. Si ça doit être supérieur à 12, c'est que c'est pour que ça atteigne. Non, quel est le sens de la question en fait? Parce que les fiches sont applicables pour moins de 12 gigawattheures. Donc, si on est à 5 gigawattheures, par exemple, ça ne pose pas de problème, la fiche est applicable. Par contre, pourquoi on voudrait cumuler à d'autres pour dépasser les 12 gigawattheures? Alors, la personne qui a posé la question, il faudrait qu'elle reprécise dans le chat l'exemple. Ou qu'elle prenne la parole maintenant si elle est toujours là. Sinon, en attendant, je passe à une autre question. Oui. Si pas de cumul, aide forfait ADEME et C2E, ces deux financements vont rentrer en concurrence sur une majorité de la France. Ah oui, c'était plutôt une remarque en fait, vu la montée en puissance des CT-ENR. Oui, ils vont rentrer en concurrence, tout dépend de ce qu'on appelle concurrence, parce qu'en fin de compte, le fonds chaleur permet quand même, dans le cadre du forfait, de bénéficier d'une aide qui est largement supérieure à celle qu'on peut avoir dans le cadre de la fiche C2E, alors au moins pour la partie résidentielle, mais sur la partie tertiaire, effectivement, il peut y avoir une concurrence dès lors qu'il y a le cumul avec le coup de pouce et le crédit d'impôt. Mais sinon, je pense que le gros des personnes, dès lors que c'est éligible au fonds chaleur, je le répète, donc vont choisir certainement le fonds chaleur. Éligible au fonds chaleur, ce sont des installations qui sont plus de 1200 MWh produits par le bois par an, ou des installations, quand elles font moins que 1200 MWh par an, ce sont des installations qui sont dans le cadre de ces contrats de développement des ENR thermiques, contrats territoriaux ou patrimonial de développement des ENR.
Donc, dans ce cas-là, c'est des groupes de projets, effectivement, qui cumulés font plus que les 1200 MWh. Mais chacun peut être en dessous. Mais dès lors qu'on est dans le cadre du fonds chaleur, on peut bénéficier du fonds chaleur. Il y a quand même fort à parier qu'effectivement, ce soit le fonds chaleur qui soit choisi. Alors, pour enchaîner sur une autre question un peu plus concrète et pour l'application, c'est comment mobilise-t-on les C2E? Est-ce qu'il y a un site internet, par exemple? Alors, Marc, tu peux Alors, sans doute. alors en fait, sur la mobilise-t-on les C2E, alors en fait, ce qu'il faut dans tous les cas, c'est vous rapprocher. Si vous avez un projet qui est éligible au certificat d'économie d'énergie et que vous êtes bénéficiaire, il faut vous rapprocher soit d'un obligé, donc un énergéticien, soit d'une société spécialisée dans le montage des dossiers C2E pour pouvoir avoir une proposition et pour pouvoir avoir une aide financière autour des C2E. Alors, il y a un site internet sur lequel vous pouvez faire des premières simulations qui est le site NR-Pro, qui vous permet d'accéder, de décrire votre projet et qui vous met en relation avec des acteurs obligés délégataires. Donc, c'est une sorte de tiers de confiance. Ok. Autre question, y a-t-il eu une évaluation de l'avantage concurrentiel ou non en termes d'effet de levier C2E de la fiche BAR TH 165 par rapport à la fiche BAR TH 107, exemple gaz naturel ou propane, dans le cadre d'une rénovation énergétique d'une chaudière fuel, d'une chaufferie fuel? Concurrence entre le gaz et le bois. Donc, alors, au niveau du cible, on ne l'a pas fait. Je ne sais pas si la T2E ou la DGEC, ils ont regardé ça. Mais c'est fort possible que soit plus intéressant, la fiche sur le gaz soit plus intéressante que il y a de fortes chances, oui, que la fiche soit plus intéressante puisque la situation de référence sur le bois est assez défavorable, quoi, on l'a vu. Donc vous avez déjà une exigence en rendement qui est importante. Donc alors je ne sais pas si Sybille Brière a ça en tête, mais moi je pense que la fiche gaz doit être plus concurrentielle que la fiche bois. En lien avec une question, alors je ne reprends pas forcément les questions qui ont eu leur réponse directement dans le chat. Marion, s'il te plaît. Juste pour compléter par rapport à la fiche gaz, fiche chaudière biomasse, je pense, enfin, il faudrait regarder par rapport aux quantités de kilowattheure cumac de la fiche, mais je pense que la fiche gaz, effectivement, permet d'en avoir plus, mais c'est surtout lié au fait que le coût d'investissement dans une chaudière gaz est quand même plus bas, plus faible que celui d'une chaudière bois. Et donc, en part relative, les C2E ont financé une plus grande part de l'investissement dans le cadre du gaz que dans le cadre du bois. Donc faciliter certainement l'installation de chaudière gaz, d'autant que derrière, l'exploitation en est quand même beaucoup plus facile aussi. Donc oui, je pense qu'on a encore du travail à faire aussi pour qu'il y ait moins de concurrence de la part des énergies fossiles vis-à-vis du bois. Donc ça, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Ça fait partie aussi des sujets que le CIP peut regarder pour essayer de voir comment éviter de limiter les subventions aux énergies fossiles. Parce que c'est aussi un problème pour le bois énergie. C'était juste. Ouais, alors j'ai encore 4 questions que les réponses peuvent aller assez vite. Est-ce qu'on prend le temps de répondre à ces 4 questions? Oui. Je pense que là, ça va. Quand on déborde, oui, on ne débordera pas beaucoup. Est-ce que donc il y avait une question sur une chaudière polycombustible est-elle éligible? La réponse avait été donnée par Marc que c'est utilisé pour la biomasse ligneuse, donc notamment les bois bûches
copeaux de bois ou bois comprimé sous forme de granulés, briquettes ou cire de bois. Et il y a une question donc qui en découle, je pense. Est-ce qu'il y a des perspectives d'intégrer dans les fiches des chaudières céréales, entre parenthèses, déchets? Alors, je ne sais pas si la T2E a des infos là-dessus. Je doute que le ministère cherche à aller sur cette piste-là de chaudière à céréales. Alors, déchets, oui, j'entends parce que ça permet de ne pas avoir la concurrence. Néanmoins, je pense que c'est pas forcément ce qui, enfin, à mon sens, c'est pas ce qui va être privilégié par le ministère. Je suis pas certain non plus que ce soit ce qui soit privilégié par la filière bois-énergie pour plusieurs raisons. Donc, il y a la problématique effectivement de la concurrence alimentaire éventuellement, mais après il y a aussi toute la problématique de la composition du combustible et de la composition des gaz de combustion également. Donc derrière, il y a aussi des problématiques d'émissions atmosphériques qui sont à regarder. Alors bon, si les équipements sont bien dimensionnés et sont en mesure de brûler correctement ces combustibles, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus, beaucoup de points d'interrogation quand même par rapport à cette catégorie de combustible. Je ne sais pas, Marc, si tu as des infos, toi, du côté de la position du ministère sur le sujet. Sur ce sujet, non, on n'a jamais vraiment abordé ce sujet spécifique des céréales dans les chaudières biomasse avec la DGEC. Je ne suis pas persuadé effectivement qu'ils soient très fans de cette idée côté avec les experts si on monte le dossier, quoi. Après, ça vaudrait peut-être le coup de voir aussi la position de l'ADEME en amont. Ouais. Il y a aussi une chose aussi à regarder, c'est que les fiches C2E ne sont pas créées pour le plaisir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un débouché suffisant pour la fiche, un marché, enfin que la fiche en fait puisse concerner un gisement d'économie d'énergie quand même suffisant. Donc il y aurait, enfin ce serait dans ce cas-là un élargissement de la fiche chaudière biomasse, très certainement, puisqu'il n'y aurait pas d'autres fiches créées. Et dans le cadre de cet élargissement, effectivement, il faudra avoir l'avis de l'ADEME et puis de la DGEC. Bon, comme Marc, je ne suis pas certain qu'il soit vraiment favorable, mais ça reste à voir. Autre question, dans le cas d'un raccordement à un réseau de chaleur, le bénéficiaire des C2E pour la fiche BAT-TH 127 est obligatoirement l'abonné final ou le maître d'ouvrage, par exemple la SDE, peut en bénéficier? Alors, pour les règles de l'ADEME, pour le cumul fonds-chaleur, l'ADEME veut que ce soit l'utilisateur final de la chaleur qui bénéficie de ces C2E. Donc, il faut qu'il y ait un engagement, en fait, à ce que ce soit des modalités de répercussion des C2E perçus vers l'usager final pour que l'ADEME puisse avoir accorder l'aide aussi. Alors derrière, bon, ça c'est sur le principe, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du contrôle, de la vérification, mais sur le principe, il y a, oui, cette orientation à 100% des C2E vers l'usager final. Merci. Et une autre question, donc avec une aide de 5% en moyenne sur l'investissement d'une chaufferie biomasse en résidentiel, la fiche BAR-TH 165 a-t-elle une utilité et poussera-t-elle quand même à l'installation de chaudières collectives biomasse? Alors, l'utilité, si elle se résume effectivement à ces 5%, il y a de fortes chances qu'elle n'en ait pas vraiment. Bon, ça, l'avenir nous le dira. Maintenant, ça n'empêche pas, sur la base de cette fiche, de pouvoir avoir des bonifications, comme ça peut être le cas sur la tertiaire. Donc, il peut très bien y avoir à terme des choses qui viennent compléter cette fiche de base, maintenant, comme le disait Marc également, ce n'est pas le souhait du ministère que d'aller vraiment vers ces bonifications de C2E. Donc l'idée, c'est sur la 5e période, c'est vraiment d'avoir
C2E qui correspondent à des économies d'énergie et pas à des bonifications. Donc bon, certaines modifications restent, hein, le coup de pouce tertiaire en est un exemple. Néanmoins, je pense que de plus en plus le ministère sera très regardant sur ce point-là. Et donc effectivement, l'État, si la fiche reste à être utilisée seule, alors après, il faudrait voir vraiment la possibilité aussi de cumuler avec ma prime rénov sur les copros. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très simple, ni même très intéressant. Ça reste à voir. Maintenant, voilà. L'avenir nous le dira, mais oui, il y a de fortes chances quand même que cette fiche sur le résidentiel, chaudière biomasse collective sur le résidentiel, soit pas tellement utilisée. Je pense que ça sera la dernière question, si je me trompe pas. C'est sur la différence des critères d'éligibilité entre le collectif État 83% et le domestique 78%. Quelle est la différence? Alors j'avoue que je ne connais pas la fiche domestique, donc peut-être que Marc a ça en tête sur le calcul. Est-ce qu'il y a une différence? Après, bon, l'idée, c'est peut-être de se dire que les chaudières collectives sont plus performantes que les équipements individuels. C'est possible aussi. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une autre explication. En fait, il y avait, enfin, tu te souviens, il y a eu des discussions à n'en plus finir avec la DGEC hein, sur ce sujet de rendement des chaudières collectives. La DGEC avait ciblé même 85% hein, sur les rendements thermiques nominales. En fait, il s'était appuyé sur plusieurs sources, à la fois sur des études ADEME de 2014 sur l'évaluation des performances énergétiques environnementales des chaufferies, où en fait il sortait des rendements instantanés des installations qui s'approchaient de 90%. Sur le fond chaleur, sur des grosses machines, ils indiquaient des rendements de 85%. Ensuite, ils sont venus chercher le guidrage de décembre 2015 dans lequel le rendement de combustion de la chaudière bois est de 85%. Enfin bon, il y a eu pas mal de discussions sur ces sujets-là. La fiche avait été présentée au CSE avec 85%. On a obtenu une baisse à 83%. Clairement, on avait bien identifié ce sujet de rendement sur les chaudières collectives qui était assez pénalisante, hein, clairement par rapport à ce qui existe sur le marché. Mais là-dessus, la DGEC n'a pas voulu nous entendre sur une baisse de rendement plus significative. Voilà ce qu'on peut dire. Alors après, on peut toujours rouvrir le débat, mais je pense que ça va encore être compliqué avec la DGEC. Hein. Donc on avait obtenu, je me souviens Stéphane, on avait suite au CSE, on avait dit OK, il faut revoir ce rendement un peu à la baisse et surtout mettre en place un dispositif de type coup de pouce. On a été entendu sur ce sujet, mais sur le rendement, oui, on n'a pas été suffisamment entendu. Oui, donc à la limite, peut-être, on verra ça au niveau avec les professionnels. Je pense que ça peut être intéressant peut-être de rouvrir le dossier, comme tu dis, Marc, avec la DGEC. Mais pour que ça ait une chance d'aboutir, il faut un dossier technique solide. C'est un dossier pour qu'on puisse avoir ça. Donc, il faut faire ça en lien avec les professionnels. Et puis, donc sur la base des performances des équipements sur le marché. Et puis de voir quel est l'impact, en fin de compte, si le rendement à 83%, l'efficacité énergétique saisonnière à 83% sur PCS est trop contraignant, voir quel impact ça a. Si c'était descendu à un autre niveau, voir quelle marge de manœuvre ça ouvrirait. Je pense que c'est effectivement ce genre de dossier qu'il faut présenter au ministère. Je pense que on va chercher à remplir le dossier juste comme ça en disant il faudrait baisser. Maintenant, c'est intéressant aussi de voir comment le domestique a pu faire pour avoir 78% pour argumenter et avoir ce 78%. Donc,
Oui, bonjour. Vous m'entendez, Christian Baldoff, Société Fröhling. Je me permets rapidement d'intervenir. Donc, avec Uniclimat, nous avons fait un recensement de tous les rendements des différents confrères. Donc, et puis, on est venu à cette moyenne de 77-78%. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse pareil avec tous les confrères dans les chaudières collectives. Mmh. Donc, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est qu'effectivement, l'affiche a été lancée en mai 2020. C'est peut-être commencer à réfléchir à un retour d'expérience de l'utilisation de cette fiche. On le voit déjà au travers des coups de pouce, hein, ça représente que 7%, c'est très faible par rapport aux chaudières gaz, au raccordement de réseau de chaleur. Donc, à mon avis, il faut faire une sorte de bilan. Et au-delà de ce bilan, faire une analyse assez approfondie sur les rendements des machines présentées aujourd'hui sur le marché. Je pense que vous avez raison. Oui, parce que bon, des demandes, il y en a, sauf que bon, on est quand même pas mal de confrères à ne pas pouvoir y répondre, puisque les 83%, c'est ce qu'on a expliqué à la DGEC, ça relève des chaudières à condensation, granulés condensation, pratiquement. Donc, c'est des chaudières qui ont déjà un rendement standard de l'ordre de 104%. Alors qu'on est en chaudière traditionnelle, donc on est plutôt à 93% de rendement, comme vous l'avez bien dit, des intervenants. Je propose. On a bien dit d'état S, mais on est très peu, vraiment très peu, et puis ça nous bloque le marché. D'accord, non, mais c'est entendu. On va regarder, on va étudier la chose avec les adhérents du CIB, et puis on se rapprochera également d'Uniclimat pour voir ce qui avait été fait sur le domestique. Bien sûr, on fera ça aussi en lien avec la T2E. OK. Oui, puisque bon, pour une première indication, c'est le fichier flamme verte qui est maintenant en ligne, c'est celui-là qu'on a pris. D'accord. Peut-être juste pour clôturer le webinaire, je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Ouais. Juste, il y a peut-être une ou deux questions qui sont passées à la trappe parce que vous avez posé beaucoup de questions. Sachez qu'il va y avoir une foire aux questions qui va être mise en ligne avec le support et l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Et je te laisse conclure, Stéphane, remercier et puis peut-être indiquer, j'ai eu plusieurs fois la question, quand est-ce que la note synthétique que tu es en train de préparer sur les C2E sera publiée? Alors pour la note, je pense que ça ne saurait tarder. Je pense qu'on peut estimer que d'ici la fin du mois, elle sera disponible. Voilà, puis sinon, écoutez, merci à tous, merci aux intervenants, donc merci Marc, merci Sybille, merci Christian des précisions apportées pour les chaudières bois. Et puis rendez-vous à une prochaine manifestation CIB, un prochain rendez-vous technique ou colloque ou journée technique organisée par le CIB, en espérant que ça puisse reprendre en présentiel le plus possible. Mais sinon, on continuera de toute manière les manifestations à distance comme celle-ci. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.